Tiers-livre, tout un été d'écriture. Tchang, Jung, on est le 12. Et il m'arrive un drôle de truc. Il y a toujours un moment dans un atelier où c'est l'atelier lui-même qui vous embarque. Où c'est pas vous qui êtes en train de tirer le gros machin. Non, ça part. Alors, l'histoire qui m'est arrivée, c'est que j'avais enregistré cette proposition où comment travailler sur ces lieux fermés qui sont en même temps des lieux de commerce, des lieux privés, mais qui sont des lieux qui, par essence, appartiennent à l'espace public. J'avais donné des exemples. Évidemment, les textes qui me sont arrivés renvoient ces exemples dans loin dans le détail. Une pharmacie. Les courses qu'on fait à la pharmacie. Un lavomatique. Et ces gens qui attendent dans le lavomatique. Ou combien de films, ou combien de photographes ont travaillé avec ces espaces qui restent à la fois vides, à la fois chauffés en pleine nuit dans la ville. Une supérette, mais pas l'exemple que j'avais donné. Le mot qui accompagnait le texte, c'était la première fois que j'ai acheté quelque chose. Et cette épicerie-là, bien sûr, elle est restée. Et la même personne qui me faisait cette remarque, qui se reconnaîtra, a ajouté quelque chose. Ce qui m'a troublé dans l'exercice, c'était que quand je me projette dans la ville, je me projette toujours à l'extérieur. Et là, il fallait se projeter dans un intérieur. Alors moi, j'avais un exercice tout prêt, celui que vous trouverez demain. Il est déjà enregistré, c'est lui qui portait le numéro 12. Je l'ai effacé de YouTube, juste histoire de remplacer 12 par 13, et puis je le rechargerai après celui-ci. Mais je me suis dit, est-ce que justement cet exercice... Là, on reprend ce deuxième cycle, les propositions numéro 11 commencent progressivement d'arriver, il est très clair que vous avez tout le temps, il est très clair qu'on en a pour 4 mois jusqu'à mi-septembre. D'autre part, moi là, ça va mieux, donc je vais vadrouiller, donc les jours à venir... On ne sera plus sur une truc de logique quotidienne, mais il fallait qu'on ait ce premier élan, cette inertie. Donc on a le temps. Mais je suis très fier de ces premiers textes, contribution 11, mise en ligne, un banc dans le hall d'une bibliothèque. Et voilà, ça suffit. Alors je suis pris au sérieux cette réflexion. Ces intérieurs de la ville, là on a pris des alvéoles fermés. La pharmacie, le lavomatique, le hall de la bibliothèque. Mais si on les prenait comme des passages, si la ville se projeter dans la circulation de la ville, se projeter dans l'imaginaire de la ville, était se projeter, malgré tout, dans un intérieur de déambulation. Alors évidemment, on peut penser aux gares, mais les gares, elles sont ouvertes sur un dehors avec le bout des voies. Par contre, quiconque est allé à Montréal, c'est comme ça peut être fascinant quand quelqu'un commence à vous faire passer en dessous d'un bloc à l'autre, et puis que vous pouvez traverser toute la ville par ces entrelacs de galeries en dessous, qui sont des galeries commerciales, mais c'est pas les mêmes commerces qu'on trouve à l'air libre. Il y a ça aussi beaucoup dans les villes chinoises, ces sous-sols qui communiquent d'un à l'autre. Et puis on remonte, on peut... Hong Kong, on traverse Hong Kong de la même façon. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de ces circulations par les lieux intérieurs dans la ville? C'est-à-dire que peut-être vous ne travaillez pas sur des grandes villes. J'ai parlé de Hong Kong, Montréal. Ça peut marcher avec Lyon, Marseille, mais il y a des villes beaucoup plus petites dans celles qu'on a appréhendées. Mais si on est un gamin, on sait très bien qu'il y a l'endroit où on passe sous le pont, l'endroit où on traverse sous la voie de chemin de fer, l'endroit où, pour rejoindre l'école, il fallait passer sous cette espèce de passage en dessous un immeuble. Ça peut être très restreint, mais des moments où l'intérieur de la ville est une circulation. Quand j'arrive à Montparnasse, je dois prendre le lieu avec les tapis roulants, et puis il y a plusieurs stases comme ça. Si je veux acheter des machins Apple, je peux aller dans cette galerie sous le Louvre, avec d'un côté ce qui appartient au Louvre, de l'autre côté ce qui est beaucoup plus intermédiaire. Il y a même une petite salle, le studio de la Comédie Française. Là, il y a des commerces de luxe. Il y a aussi un étage où on peut trouver toutes les bouffes à la manière américaine, mais on est dans un intérieur. Alors, en littérature, on a quoi qui ressemble à ça? Eh bien, c'est pas si facile. Au début, j'ai regardé mes bouquins, je dis, mais qu'est-ce que je vais trouver où il y ait ces déambulations dans des intérieurs de la ville qui soient en même temps des passages? Alors,
évidemment, Walter Benjamin, le livre des passages, oui, c'est justement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la théorie du passage? Dans les rues du 19e, il y a ces bornes sur les bords, parce que c'est très étroit, parce qu'il y a l'égout au milieu, et puis les bornes, c'est pour qu'on puisse se protéger quand les charrettes passent, et qu'on ne soit pas écrasé. Et quand on ouvre les passages intérieurs, c'est là où la marchandise devient vitrine, la marchandise se montre, et le temps devient différent. Il y a ces dandys qui promènent des tortues, et Benjamin, en travaillant le passage, ouvre un espace de réflexion au statut de soi-même dans la ville, soi-même dans la foule, comment sortir de l'anonymat, comment montrer qu'on garde la maîtrise du temps de la ville. Et j'ai réouvert ce livre qui est un petit peu fétiche pour moi dans cet atelier, Sens unique et enfance berlinoise. Et dans Enfance berlinoise, il y a effectivement plusieurs textes qui renvoient à ces déambulations. Je ne vais jamais trop regarder ça de ce point de vue. Il faut savoir ce qu'on cherche pour trouver dans certains livres, même quand on les a relus souvent. Le marché couvert de la place de Magdebourg. Eh bien, ces zones de marché couvert dans les villes, bien sûr, quand il y a marché, on est dans un intérieur. Mais quand le marché s'en va, on les traverse. Et on les traverse, là, on est dans ce que Benjamin nomme un Zwischenraum, c'est un lieu ni intérieur ni extérieur, ou un lieu intérieur-extérieur. Mais ces lieux qui permettent de traverser, de rejoindre des zones différentes de la ville. On avait ça à Poitiers, très mystérieusement, quand on était ado. Pour aller de là où maintenant il y a l'église Notre-Dame-la-Grande et l'école Sciences Po, la bibliothèque Mitterrand, et puis de l'autre côté il y a cette rue commerçante, je ne me rappelle plus le nom, je vais me faire insulter par mes copains poitevins, mais qui rejoint l'hôtel de ville, et puis là cette grande descente qui va vers la gare. Eh bien, le chemin le plus court, on arrivait là où il y a la librairie Gibert d'ailleurs, toujours, sur le palais de justice. Maintenant on ne peut plus faire avec les portiques de sécurité, tous ces machins-là. Mais on rentrait dans le palais de justice, qui était par définition un espace public, puisque la justice est rendue en notre nom. Et une salle, on dit salle des pas perdus dans les gares, ou les palais de justice, la gare Saint-Lazare. Et on traversait cette salle, et on ressortait de l'autre côté, c'était un raccourci dans la ville. Donc tous les poitevins connaissaient cette astuce qui était de... Alors que sinon, on n'a aucune raison d'entrer dans le palais de justice. Mais on le rentrait parce que ça permettait de traverser. Regardez comment sont faites les cathédrales, avec le lieu sacré au milieu de la nef, et puis autour, ces déambulatoires. Et le rôle qu'avaient ces déambulatoires au Moyen-Âge, quand on a élevé les nefs gothiques. Donc le marché couvert, qui s'appelle le marché couvert de la place de Magdebourg, pour Walter Benjamin, dans son enfance, garde ce truc-là. Le texte d'après s'appelle cachette. Et là, c'est les cachettes au pluriel dans un appartement. Et si je vais un peu plus loin, je trouve un texte qui s'appelle loggia au pluriel, et qui là part de ces recoins abrités dans les cours des immeubles où ils habitaient. Mais très vite, ces recoins abrités, il va les prolonger dans la ville elle-même. Je redécouvris plus tard les cours du haut du remblai du chemin de fer, lorsque dans la chaleur lourde, etc. C'est-à-dire que le long de ce remblai de chemin de fer, il y avait aussi ce genre d'espace, mi-intérieur, mi-extérieur, espace de traverse. Et pour Benjamin, c'est un des lieux pour retrouver ce sentiment d'enfance mystérieux, fort, qui préside donc à l'enfance berlinoise. J'en ai un autre encore, numéro 113. Le début est légendaire. Cave. Nous avons depuis longtemps oublié le rituel qui régla la construction de la maison de notre vie. Mais lorsque l'heure est venue pour elle de subir l'assaut, etc., et on tombe dans des intérieurs. Benjamin. Alors qu'est-ce qu'on a de plus que ça? Par exemple, j'avais cette image qui me hante quand je travaille, ça m'arrive, sur Jimi Hendrix. Il y a un très beau livre qui a été fait par Léon, un de ses frères. Plusieurs frères sont handicapés lourdement, ont été dépossédés de l'héritage. Et ce livre de Léon Hendrix, c'est un des seuls témoignages sur l'enfance de ces gamins. Et la ville de Seattle avait été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale sur les ruines ou sur la vieille ville
de Seattle. On découvre le béton, cette ville se développe sur son front de mer, cette ville devient puissante. Eh bien, pour se développer, elle ne rase pas la ville ancienne, elle la recouvre. Et il y a de très beaux moments sur comment les enfants, dont Jimi Hendrix, mais tous ses copains, partaient à l'aventure dans cette ville recouverte d'une autre ville. Alors là, on trouve beaucoup d'autres choses sur les utopies liées à la ville. Ça, on le fera dans un autre cycle. On le fera au mois d'août. On retrouvera Italo Calvino, les villes invisibles. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais cette image de Hendrix, vous voyez, commençait à me hanter. Alors, avant d'arriver au texte ultime, bon, j'ai sorti le dépeupleur de Beckett. Repensez simplement le début du séjour où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre. Alors évidemment là ça s'arrête parce que avec le dépeupleur de Beckett, on est dans la même typologie que les pharmacies, les lavomatiques ou les halls de bibliothèque. On est dans un lieu qui dispose d'une limite, d'une enveloppe extérieure. On ne sort pas du dépeupleur. Simplement, on y circule sans cesse, et vous savez qu'on circule aussi du sol à ces petites niches qui sont sur les murs. Donc on est dans une projection intérieure, mais pas une projection intérieure de traversée ou de circulation. J'ai regardé beaucoup dans Sandrard aussi, ce texte sur la banlieue de Paris et tout ça, mais j'ai rien trouvé. Par contre, il y a Coltès, et en particulier dans Key West. Key West part de l'image d'un hangar désaffecté sur les piers de New York. Et ce hangar, bien, on le longe, on est à côté, on est sur le quai, on est sur l'autoroute qui passe juste au-dessus. Et puis, il y a une scène à l'ouverture qui se répète bizarrement un petit peu plus loin, mais comme une espèce de renversement en miroir. Elle est très célèbre parce que on s'en sert beaucoup, par exemple, dans les exercices de bac et de théâtre. C'est une scène qu'on peut jouer à deux. Un homme, une femme, Fac et Claire, et l'homme essaye d'entraîner la fille à se risquer dans le tunnel, le sous le pont, l'entrée du hangar, ce hangar qui est ouvert à tout vent. Mais qu'est-ce qu'on franchit quand on entre dans un trou comme ça? Tu es venu jusqu'ici, maintenant passe là-dedans. Et il fait bien trop noir là-dedans pour que je passe. Il fait pas plus noir là-dedans qu'ici. Eh bien justement, ici, il fait complètement noir. Il fait pas complètement noir ici, puisque je te vois. Et moi, je te vois pas, pour moi, il fait complètement noir. Donc, si tu passes là-dedans avec moi, je te parlerai de quelque chose à propos de quelque chose dont je te parlerai si on passe tous les deux là-dedans. Je peux pas passer, mon frère me tabasse. Ton frère ne saura pas. Même s'il saura pas, je veux pas passer. Pourquoi tu m'as suivi jusqu'ici alors? Je suis venu jusqu'ici seulement pour prendre l'air. J'ai bu trop de café. Il faisait trop chaud chez moi. Pas pour faire du tout quelque chose avec toi. Je te demande pas de faire quelque chose. Tu n'as qu'à te laisser faire. Moi, je te fais passer là-dedans. Je m'occupe de tout. Bon, évidemment, on est des tas d'allégories, des tas de menaces, des tas de choses où on est dans l'univers de Coltès, pas forcément le nôtre. Mais je crois que le texte, pour moi, le plus emblématique de ça, ce moment où Baudelaire passe au poème en prose. Alors, et ça, c'est ma vieille édition Corty, François Bon, Nov 1980. En novembre 1980, j'avais décidé de m'acheter l'édition Corty de référence critique avec toutes les variantes des poèmes en prose de Baudelaire, et je l'ai toujours avec son emballage plastique fait maison avec des vrais scotch piqués à l'usine. En plus, ça se voit, c'est scotch d'usine. Et dans les poèmes en prose, évidemment, il y a ceux qu'on connaît, et puis ensuite, dans cette édition de Robert Kopp, il y a ce qu'il appelle reliquats. Dans les reliquats, ça commence par une très longue liste de projets, poèmes à faire. Et ce qui est fascinant, c'est que ces poèmes à faire, pourquoi Baudelaire les fait pas? Bien, souvent parce que il est confronté à l'impossibilité de trouver l'esthétique qui les rendrait faisables. Spleen de Paris à faire. Donc là, c'est une deuxième liste, et les intitulés sont comme ces fusées un peu plus tardives. Une troisième liste encore, poèmes faciles à faire. Là, c'est triche un petit peu le Papy Charles. Et puis, il y a ce texte qui s'appelle Symptômes de ruine. Vous serez sur mon site, cherchez Symptômes de ruine, Baudelaire.
Vous trouverez tout de suite des tas de versions. Symptômes de ruines, bâtiments immenses, plusieurs l'un sur l'autre, des appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des cocumes, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues, fissures, les ardes, humidité provenant d'un réservoir près du ciel. Comment avertir les gens, les nations, avertissant à l'oreille les plus intelligents. Tout en haut, une colonne craque, ses deux extrémités se déplacent. Rien n'a encore croulé, je ne peux plus retrouver l'issue. Je descends puis je remonte. Une tour labyrinthe, je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbre, de statues, de murs, qui vont se choquer réciproquement, seront tressouillées par cette multitude de cervelles, de chairs humaines, d'ossements concassés. Alors, je ne vous demande pas de partir littéralement du texte de Baudelaire, je voudrais juste qu'on réfléchisse à cette idée-là, que dans cette émergence de la ville, comme avec les passages de Benjamin, son enfance berlinoise, cette pensée à toutes les histoires de Kafka sur le terrier, mais beaucoup d'autres qui se passent dans des trucs de tunnels. Il ne s'agit pas d'aller faire un truc horrifique qui se passe dans un goulot d'étranglement ou d'un souterrain sous la ville. Et là encore, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Là, je voudrais qu'on tente quelque chose, se dire, dans cette idée de projeter, ce que j'ai fait hier, on se projette dans des intérieurs. Eh bien, j'ai eu cette espèce de préjugé, de réflexe, de dire ces intérieurs sont clos. Pharmacie, lavomatique, bibliothèque, autres exemples que j'avais cités moi. Et si on projetait notre idée d'intérieur dans l'espace de circulation? Alors, je vous le répète, dans les grandes villes, pensez au livre de Joyce Orman, qui est tout entier sur cette immersion qu'on avait fait parallèlement, moi, à la Défense, à la gare du Nord. Le livre de Joyce Orman sur son récit de 8 jours sans sortir de la gare du Nord, c'est une déambulation permanente dans des souterrains. Là, je ne le vois pas, mais tout près ici, un livre de l'américain Nicholson Baker qui s'appelle Mezzanine. Ça se passe tout autour d'un escalator dans un mall. Il suffit d'un lieu, mais c'est un lieu de circulation et on est dans un lieu clos et pourtant lieu de déambulation. Ces lieux de déambulation, on les pratique tous. Galeries d'hypermarchés, entrer simplement dans l'espace entre ces portes de verre tournantes qu'on passe dans l'entrée du moindre supermarché et puis l'endroit où on est dans l'enceinte du supermarché lui-même par lequel il faudra ressortir sur les caisses. Là, on a cet espace intermédiaire. Faites la liste de ces espaces ni intérieurs ni extérieurs qui sont des espaces de traversée dans votre environnement proche. Alors évidemment, on va retrouver très vite les lieux qui sont ceux que vous explorez là, chacun et chacune, dans vos textes. Il ne s'agit pas d'en faire une fiction, il s'agit simplement de les laisser exister par l'écriture. Il y a besoin de rien renforcer. Si c'est tout petit, eh bien, ça restera tout petit. Si c'est juste un passage sous un immeuble, les loggias, comme dit Benjamin, eh bien, ça suffira. Mais est-ce qu'on peut prendre la journée d'aujourd'hui, pour cet exercice numéro 12, pour que chacun des participants fasse exister un lieu intérieur de circulation dans ce qu'on définit comme la ville, mais une définition qui est aussi vaste qu'il y a d'individus ou de sujets ou de gens qui écrivent. On essaye? Alors, vous avez le droit de rouspéter. On est dans une recherche. Je ne donne pas une consigne. Mais cette recherche, Key West, dépeupleurs, enfance berlinoise, symptômes de ruine, vous voyez qu'il y a de la place. C'est quoi la différence de nous par rapport à eux? C'est que ces espaces de déambulation intérieure se sont multipliés. Ils font partie de notre quotidien le plus contemporain. Il s'agit d'attraper la littérature au bout d'une ficelle, tirer, et ramener cette vieille charrette de vieille littérature juste là, à l'endroit où il y a ces objets qui n'ont pas encore été suffisamment explorés par les récits. On y va.